Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la liberté d'entreprendre, un thème qui peut composer le cours de droit des libertés fondamentales, mais aussi le cours de droit public des affaires. Donc nous allons voir ça tout de suite. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai rien préparé pour ce cours, c'est vraiment quelque chose qui va être improvisé. Le but c'est de réviser ensemble le cours de manière assez générale, mais surtout de travailler sur la notion de liberté d'entreprendre. Donc ce qui est bien, c'est que comme je n'ai rien préparé, ça veut dire que je ne vais pas lire, je vais simplement piocher en fait dans mes cours le maximum d'informations que je vais trouver, de sorte que ce soit le plus naturel possible et que ce soit un peu plus facile aussi à comprendre de cette manière-là. Bon, bah déjà, qu'est-ce que c'est que la liberté d'entreprendre? Pour commencer, il faut qu'on trouve une définition de la liberté d'entreprendre. Donc la liberté d'entreprendre, elle se définit de manière assez large finalement. On peut voir que d'une conception large, elle a une double portée. Donc déjà, il s'agit de la faculté de créer une entreprise, mais aussi d'accéder à une activité professionnelle. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la liberté d'exercer une activité économique, notamment par le biais de la liberté contractuelle et de la libre concurrence. Donc vous voyez, déjà, pour la définition, on a deux volets. Le volet création d'entreprise et accès à une activité pro, et le deuxième volet sur la liberté d'exercer une activité économique, notamment par le biais de la liberté contractuelle et de la libre concurrence. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que la liberté d'entreprendre, c'est une activité économique qui doit être respectée par le législateur, bien qu'elle ne soit pas expressément mentionnée dans la Constitution, ni dans les textes auxquels renvoie le préambule de 46, à savoir la DDHC de 1789 et la Charte de l'environnement de 2004. Donc cette liberté, elle ne trouve pas son fondement direct dans un texte constitutionnel écrit. C'est plutôt dans une construction jurisprudentielle. Toutefois, c'est donc par le Conseil constitutionnel que la liberté d'entreprendre s'est vue reconnaître une valeur constitutionnelle. La liberté d'entreprendre est consacrée par la décision du 16 janvier 1982, dite nationalisation, tandis que la liberté contractuelle, elle trouve son fondement dans l'article 4 de la DDHC. Le juge constitutionnel y rappelle donc que les droits expressément garantis par la DDHC de 1789 sont le droit de propriété, la liberté, la sûreté, la résistance à l'oppression. Donc, dans cette décision loi de nationalisation, il rappelle que ces droits sont expressément garantis par la DDHC, et c'est après qu'il affirme que la liberté que l'on trouve dans cette déclaration de 1789, la liberté, au terme de l'article 4 de la déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et cette liberté, elle ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre. Et c'est par cette phrase que le Conseil constitutionnel consacre la liberté d'entreprendre comme un principe à valeur constitutionnelle. Autrement dit, la liberté de l'article 4 de la DDHC de 1789 serait dénaturée. On lui enlèverait sa substance si la liberté d'entreprendre n'était pas préservée, si la liberté d'entreprendre était restreinte de manière arbitraire ou abusive. Il faut aussi rappeler que la question posée au Conseil constitutionnel dans cet arrêt, c'était de savoir si le recours aux nationalisations remettait ou pas en cause le principe même de la liberté d'entreprendre. C'est ainsi que le Conseil a jugé qu'il n'est pas établi que les transferts de biens et d'entreprises présentement opérés restreindraient le champ de la propriété privée
et de la liberté d'entreprendre au point de méconnaître les dispositions précitées de la déclaration de 1789. Il en résulte que la liberté d'entreprendre n'est pas absolue et peut donc faire l'objet de limitations justifiées par l'intérêt général sans pour autant être vidée de sa substance. Bon, il faut comprendre que il y a quand même un lien fonctionnel entre la liberté d'entreprendre et le droit de propriété qui sont assez corollaires finalement, puisque la liberté d'entreprendre permet de donner un contenu effectif au droit de propriété. Ce dernier, donc le droit de propriété, il serait en effet largement privé de portée s'il était impossible d'utiliser ces biens pour exercer une activité économique ou d'en tirer profit. La liberté d'entreprendre, c'est donc le prolongement nécessaire du droit de propriété, qui assure donc la dimension économique du droit de propriété. Le Conseil d'État, lui, qualifie la liberté d'entreprendre de liberté fondamentale. Il a d'abord reconnu une valeur fondamentale à la liberté du commerce et de l'industrie, la LCI, qu'il a ensuite considérée comme une composante de la liberté d'entreprendre, dans une décision commune de Montreuil-Bellay de 1951. Donc ce Conseil d'État, il reconnaît la liberté d'entreprendre comme une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Cette reconnaissance, elle s'affirme notamment depuis l'arrêt Bonfils de 2002 et a été confirmée dans le cadre du contentieux lié à la crise sanitaire, en particulier dans l'ordonnance du référé Association Réaction de 2020. Association Réaction 19 de 2020. En fait, dans cette ordonnance, la question était de savoir si dans le cadre du référé liberté, les mesures de police admin prises par l'autorité publique pour faire face à la pandémie portaient ou pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, ou si ces atteintes pouvaient être légalement justifiées par l'objectif donc de protection de la santé publique. Donc, dans cette ordonnance, le Conseil d'État, il admet que des restrictions sévères peuvent être apportées à cette liberté dès lors qu'elles sont nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation. On voit donc ici qu'il y a une logique de conciliation permanente entre les libertés économiques et les exigences de l'intérêt général. Donc maintenant, nous allons voir le contenu positif de la liberté d'entreprendre avant de finir sur le contenu négatif, et c'est ici que nous verrons les limitations possibles à la liberté d'entreprendre. Donc, pour parler de son contenu positif, une liberté donc qui est générale. Nous commencerons par parler de l'encadrement de l'accès à l'activité économique, puis de l'encadrement du fonctionnement de l'entreprise, et enfin, les voies de contestation des atteintes à la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre, elle s'étend à tous les aspects de l'activité économique. Elle peut être invoquée à l'encontre de normes qui encadrent l'établissement des professionnels, notamment lorsque l'exercice d'une activité est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative préalable. En effet, la liberté d'entreprendre ne peut s'exercer pleinement lorsque la décision administrative requise n'a pas été accordée, comme c'est le cas dans des secteurs réglementés tels que la banque, la pharmacie, l'agriculture, etc. À cet égard, la loi relative au contrôle des structures des exploitations agricoles de 1984, c'est donc une illustration parfaite de la limitation législative de l'accès à une activité économique justifiée par des considérations d'intérêt général. Mais la liberté d'entreprendre, elle ne se limite pas à l'accès à l'activité. Elle encadre aussi le fonctionnement de l'entreprise, la manière dont fonctionne l'entreprise. Elle peut donc être invoquée à l'encontre de restrictions portant sur les libertés de commercialisation, les possibilités d'obtenir des financements, la promotion commerciale de certaines activités, et là on parle surtout des secteurs de tabac et d'alcool, ou encore des limitations qui affectent la libre détermination des relations entre employeurs et salariés. Mais ces restrictions, ce sont des atteintes potentielles à la liberté d'entreprendre,
qui doivent être justifiées. Et là, on le verra dans la deuxième partie. Quelles sont les voies de contestation des atteintes à la liberté d'entreprendre? Eh bien, la loi constitue la cible principale du contentieux constitutionnel relatif à la liberté d'entreprendre, dans la mesure où c'est le législateur qui fixe le cadre général de l'intervention publique dans l'économie. Pour autant, cette liberté ne peut pas être invoquée uniquement à l'encontre des normes législatives. Elle peut être également mobilisée contre des actes administratifs, comme l'illustre le recours au référé liberté qui permet de contester en urgence des atteintes graves et manifestement illégales portées par l'administration à l'exercice d'une activité économique. Et donc maintenant nous allons voir la partie qui traite des limitations à la liberté d'entreprendre. Donc tout d'abord, nous allons voir le contrôle des limitations de la liberté d'entreprendre par le Conseil constitutionnel. Nous verrons aussi la justification de ces limites, la compétence du législateur, l'intervention économique publique, les approches politiques. Nous verrons aussi, dans un contexte un peu historique, la période libérale initiale, l'ouverture au SPIC, l'encadrement jurisprudentiel, le régime contemporain. Et enfin, nous parlerons aussi de l'ordre public concurrentiel comme limite à la liberté d'entreprendre. Donc tout d'abord, il faut préciser que le Conseil constitutionnel a formulé un considérant de principe selon lequel il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la DDHC de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Et donc ça, c'est une décision rendue en QPC, donc en 2015, Société Uber. Donc pour résumer, le Conseil constitutionnel a reconnu que des limitations à la liberté d'entreprendre peuvent être apportées lorsque soit l'intérêt général le justifie, ou soit lorsque des exigences constitutionnelles l'imposent. Donc soit on a un objectif d'intérêt général, soit on a des exigences constitutionnelles. Ça veut dire que des dispositions constitutionnelles imposent une limitation à la liberté d'entreprendre. Donc la liberté d'entreprendre, elle est clairement affirmée comme un principe constitutionnel. Pour autant, elle peut être l'objet de limitations, ce qui conduit le juge constitutionnel à mettre en œuvre un raisonnement en deux temps. Dans un premier temps, il va vérifier l'existence d'un objectif d'intérêt général ou d'une exigence constitutionnelle justifiant l'atteinte. Dans un second temps, il va vérifier le caractère proportionné de cette atteinte au regard de l'objectif poursuivi. Donc, après cela, on va donc se poser deux questions. Première question, une exigence constitutionnelle ou un motif d'intérêt général justifie-t-il la limitation apportée à la liberté d'entreprendre? Première étape. Deuxième étape, dans l'affirmative, la limitation ne peut être jugée conforme à la Constitution que s'il existe un rapport de proportionnalité entre l'atteinte portée à la liberté et l'objectif poursuivi. Donc, quels sont les motifs d'intérêt général justifiant les limitations à la liberté d'entreprendre? Eh bien, les limitations apportées à la liberté d'entreprendre peuvent être constitutionnellement justifiées par divers motifs d'intérêt général, tels que la protection de la santé publique, la protection de l'environnement, la transparence économique, la sécurité financière des salariés ou encore la préservation de la diversité commerciale des quartiers. En ce qui concerne la protection de la santé publique, on peut avoir par exemple la lutte contre le tabagisme, l'encadrement de la consommation d'alcool, les mesures adoptées lors de la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour ce qui est de la protection de l'environnement, on peut avoir par exemple l'interdiction de la fracturation hydraulique.
Par ailleurs, dans la décision Société Uber de 2015, le Conseil constitutionnel était saisi de la question de la constitutionnalité d'une interdiction faite aux transporteurs d'informer un client, avant la livraison, à la fois de la localisation et de la disponibilité du véhicule lorsqu'il est situé sur une voie ouverte à la circulation publique, une seule de ces informations pouvant être communiquée. Cette restriction poursuivait l'objectif de protection des taxis titulaires d'une autorisation de stationnement confrontés à une concurrence jugée déséquilibrée. La question posée était donc de savoir si cette limitation, fondée sur un motif d'intérêt général, portait, oui ou non, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, condition déterminante de sa validité constitutionnelle. Ici, on a donc 3 étapes. Première étape, cette limitation poursuit-elle des objectifs qui relèvent donc de l'action des pouvoirs publics, donc à savoir l'exercice d'une police administrative spéciale du stationnement, ainsi que la préservation du monopole légal des taxis titulaires d'une autorisation de stationnement. Donc une fois que cela est confirmé, donc effectivement, cette limitation poursuit bien des objectifs qui relèvent de l'action des pouvoirs publics. Donc ici, c'était donc, pour répéter, l'exercice d'une police administrative spéciale du stationnement. Il s'agissait du stationnement, la circulation, police du domaine routier, etc. Donc deuxième étape, y a-t-il une proportionnalité de la mesure au regard de l'objectif poursuivi ? Est-ce que cette mesure de police administrative spéciale du stationnement est-elle proportionnelle au regard de l'objectif poursuivi ? Ici, on parle de la portée de la limitation, puisque en l'espèce, les informations relatives à la localisation et à la disponibilité du véhicule peuvent être communiquées lorsque celui-ci est stationné, alors que lorsqu'il circule, une seule des 2 informations peut être transmise. Dès lors, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre apparaît proportionnée au but poursuivi, ce qui conduit à valider la constitutionnalité de la limitation en cause. Donc c'est cette réflexion qui a été menée par le Conseil constitutionnel. Même si ça peut paraître un peu complexe, la limitation de la liberté d'entreprendre, elle est justifiée par un objectif à valeur constitutionnelle. En effet, dans une décision rendue en 2023, qui concernait l'étiquetage des fruits et légumes, le Conseil constitutionnel a été saisi de dispositions législatives mettant fin à la liberté d'apposer certaines étiquettes sur les fruits et légumes, en particulier celles qui ne sont pas compostables. Ces mesures portent atteinte à la liberté d'entreprendre, notamment dans sa manifestation consistant à déterminer librement les modalités d'étiquetage des produits. Le législateur a toutefois entendu poursuivre un objectif à valeur constitutionnelle, en l'espèce la protection de l'environnement, objectif susceptible de justifier un renforcement de certaines exigences au détriment d'autres libertés. Il appartient alors au législateur, lorsqu'il poursuit un tel objectif, d'adopter un dispositif approprié à la finalité recherchée. En l'espèce, le juge constitutionnel estime que les modalités prévues par la loi ne sont manifestement pas inappropriées par rapport à l'objectif visé. Il relève en outre que toute forme d'étiquetage n'est pas interdite, de sorte que la restriction apportée aux conditions d'exercice de l'activité économique n'est pas manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi. Donc, concernant la compétence du législateur, dès lors, la loi peut valablement limiter la liberté d'entreprendre. En ce sens, les autorités de police administrative disposent de la faculté de réglementer l'exercice d'une profession ou de fixer les conditions d'utilisation du domaine public, y compris dans une perspective économique, sous réserve du respect du principe de proportionnalité. Les collectivités territoriales et l'État peuvent intervenir dans le domaine économique en tant qu'acteurs dès lors que la loi l'autorise.
Le Code général des collectivités territoriales, le CGCT, reconnaît ainsi aux communes, aux départements et aux régions la faculté d'intervenir dans l'activité économique à condition de respecter la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que le principe de libre concurrence. Le degré d'intervention des personnes publiques dans la sphère économique varie selon l'approche politique retenue. Dans une conception libérale, l'intervention publique doit rester limitée, les personnes publiques n'ayant vocation à agir que de manière marginale, principalement afin d'assurer la régulation du marché. A l'inverse, dans une conception interventionniste, les personnes publiques peuvent intervenir plus largement par le biais d'une réglementation et d'une régulation renforcée de l'activité économique. Le début du XXe siècle, par exemple, correspond à une période durant laquelle l'intervention de l'État et des collectivités territoriales dans la sphère économique était peu souhaitée. Les communes ne pouvaient alors intervenir que dans des circonstances exceptionnelles, comme l'illustre la jurisprudence Casanova de 1901. Ce n'est qu'en 1921, par l'arrêt Tribunal des conflits Bagdeloka, que les communes ont été progressivement autorisées à exploiter des services publics à caractère industriel et commercial, SPIC, leur permettant ainsi d'entrer en concurrence avec des personnes privées. Le Conseil d'État consacre clairement cette évolution dans son arrêt de 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers. Il y précise que lorsqu'une commune intervient dans la sphère économique, notamment par la création d'un service public communal, cette intervention doit être justifiée par un intérêt public et par des circonstances particulières de temps et de lieu. Cette évolution s'explique notamment par les premières conséquences de la crise économique de 1929 qui ont rendu nécessaire une intervention accrue des personnes publiques. L'intervention des personnes publiques dans la sphère économique s'est fortement développée après la période de Vichy, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, dans un objectif de reconstruction nationale, et ce jusqu'aux années 1980. Depuis lors, cette intervention tend à se réduire progressivement. Aujourd'hui, les personnes publiques ne peuvent pas intervenir dans la sphère économique en dehors de leurs compétences. Elles doivent donc respecter le cadre de leurs compétences, en respectant la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi que le droit de la concurrence. Et il y a donc deux conditions. Qu'un besoin d'intérêt général soit caractérisé et que ce besoin ne soit pas satisfait par l'initiative privée, comme l'a précisé le Conseil d'État dans sa décision 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris. On peut terminer en disant aussi que l'ordre public concurrentiel, à l'instar de certains monopoles légaux, tels que celui des taxis, comme on l'a vu dans l'arrêt tout à l'heure, dans la décision Société Uber de 2015, eh bien cet ordre public concurrentiel peut constituer une limitation légitime à la liberté d'entreprendre. La loi, lorsqu'elle vise à assurer le fonctionnement concurrentiel du marché, ne porte pas, en elle-même, atteinte à cette liberté, dès lors qu'elle poursuit un motif d'intérêt général ou qu'elle en encadre l'exercice de manière proportionnée. C'est notamment le cas des dispositions du Code du travail qui encadrent le travail du dimanche, travail dominical, justifié par des considérations sociales et d'ordre public. Ou encore les règles du Code du commerce permettant de retirer ou de conditionner des autorisations de concentration d'entreprises afin de prévenir les atteintes à la concurrence. Dans ces hypothèses, la limitation de la liberté d'entreprendre s'inscrit dans une logique de régulation économique qui vise non à supprimer l'initiative privée, mais à en garantir un exercice équilibré et loyal au sein du marché. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée.